Donc, oui, dans ce séminaire sur le corps et l'imaginaire, Roland m'a proposé de vous donner le regard d'un chirurgien plasticien, avec des questions dont je voudrais débattre avec vous. Nous connaissons-nous réellement? Que savons-nous de la façon dont les autres nous perçoivent et de ce qu'ils perçoivent en nous? Pourtant, combien sommes-nous préoccupés de notre aspect physique, attachés à notre image, et ça que nous soyons gens du peuple, princesse du Gotha, d'hier ou d'aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous tellement attachés à l'image que nous donnons de nous? Alors je vous propose d'y réfléchir ensemble, en prenant quelques chemins de traverse, comme disait Jules Renard, allons à la sagesse au plus court, donc prenons des chemins de traverse qui vont nous conduire étrangement en Espagne, puis dans le monde occulte de la chirurgie esthétique, et enfin dans une espèce de pêle-mêle de cas particuliers. Allons en Espagne. Si un jour vous allez à Séville, un conseil, n'omettez pas d'aller visiter la Casa de Pilatos, parce que c'est un très beau lieu, plein de charme, à l'architecture très colorée, et parce que vous pourrez y admirer ces deux portraits de la princesse Barbara du Portugal, qui ont été peints dans les années 1730 par un peintre français, que dis-je français, montpelliérain comme moi, Jean Ranc. Mais ils ont été peints, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre ces deux portraits, ils ont pourtant été peints à quelques semaines d'intervalle. Le premier, celui de gauche, a été peint juste avant le départ de la princesse de Lisbonne pour Madrid, et le deuxième a été réalisé juste à son arrivée en Espagne, à quelques semaines d'intervalle. Et dans ce délai, l'histoire ne rapporte aucune affection aiguë, notamment aucune crise de boulimie, dont la princesse aurait pu être victime pour changer tellement de physionomie. Alors, c'est un peu curieux. Je vais tenter de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc la cour d'Espagne, à cette époque, était à la recherche pour son prince héritier, le futur Ferdinand VI, à la recherche d'une jeune épouse qu'elle trouva en la personne de Marie-Madeleine Barbara du Portugal, fille du roi Jean V. Et comme cela se faisait à l'époque, on envoyait au Portugal toute une délégation d'émissaires chargés de revenir avec un rapport sur la personne morale de l'infante et chargés également de ramener un portrait peint. L'histoire rapporte que la cour du Portugal fit refaire plusieurs fois ce portrait de la princesse Barbara avant d'en autoriser l'exportation en Espagne. Et on sait maintenant pourquoi. Si la princesse était douée d'un tas de qualités, on ne peut pas dire que la nature l'avait dotée d'un physique particulièrement avenant. Et le portrait de gauche, vous le voyez, est un portrait falsifié qui embellit considérablement la réalité. Et le peintre Jean Ranc s'en est expliqué quelques années plus tard, disant qu'il avait voulu, à travers ce portrait, peindre l'âme de l'infante qui était tellement belle, pour harmoniser, dirions-nous aujourd'hui, son image avec ce qu'elle était vraiment, harmoniser son image avec son imaginaire, au sens lacanien du terme, cette instance du moi faite de toutes les figures, de toutes les représentations et de tout ce qui représente pour un individu sa propre réalité. L'histoire dit que le prince, lorsqu'il reçut ce portrait, tomba amoureux de la princesse Barbara du Portugal. Mais par contre, lorsqu'il la vit arriver à Madrid, il l'a quelque peu déchantée et a fait refaire tout de suite son portrait pour attester objectivement de la différence. Alors, je vous rassure, tout finalement s'est bien passé entre eux. Alors, la différence, vous la pouvez juger sur le portrait de droite, qui est vraiment transcripteur de la réalité, et vous voyez qu'elle n'était pas dotée de charme indicible. Et en fait, ça s'est bien passé entre eux. Ils ont partagé un tas de goûts communs, une passion folle pour la musique, et l'histoire dit même que quelques mois après le décès de Barbara du Portugal dans une violente crise d'asthme, Frédéric VI est mort de chagrin. Voilà. En tout cas, Frédéric VI a eu un comportement très noble vis-à-vis du choc qu'il a eu en voyant ex-abrupto la princesse arriver. Il n'a pas eu cette même goujaterie que 2 siècles plus tôt, le roi d'Angleterre Henri VIII avait eu vis-à-vis de la princesse qu'il s'était choisie pour 3e épouse. En fait, au décès de sa 2e épouse, Jeanne Seymour,
Henri VIII avait fait envoyer lui aussi des émissaires dans les différentes cours d'Europe et auprès des princesses, afin d'en avoir les portraits, tant il était sensible au charme physique. C'était très important pour lui. Et il a succombé à ceux d'Anne de Clèves, qui avait été portraiturée par Hans Holbein le Jeune. Et lui aussi, lorsqu'il l'a vite arrivé, il eut un choc qu'il transcrit en la qualifiant immédiatement de franchement laide et qu'il baptisa très vite sa jument des Flandres. C'était très flatteur. D'ailleurs, il devait en divorcer 6 mois plus tard. Hans Holbein s'est inquiété, disant « je vais perdre toutes les faveurs de ce roi dit colérique, entier, épouvantable ». Pas du tout, il paraît que Henri VIII, très magnanime, se serait écrié « j'étais tombé amoureux d'une femme de chair, en fait je n'étais amoureux que de l'âme d'un peintre ». Alors quelle différence, alors pardon parce que je ne suis pas à l'image, donc ça c'était le portrait d'Anne de Clèves, et là vous avez donc Henri VIII et le peintre Hans Holbein. Quel rapport, me direz-vous, entre tout ça et la chirurgie esthétique? A priori, aucun. Sinon que l'image que nous donnons de nous est porteuse de sens et fait écho dans notre imaginaire avec toutes ces images qui constituent notre moi, et fait écho dans l'imaginaire de l'autre avec toutes ces images dont naissent les sentiments d'attrait, de désir ou au contraire de répulsion. L'image que nous donnons de nous est messagère, que ce soit à travers un portrait peint, à travers une photographie, à travers un reflet dans un miroir ou encore à travers une présence charnelle. Ainsi, cette histoire de portraits travaillés, quelque peu retouchés, d'Anne de Clèves et de Marie-Barbara du Portugal, sont tout à fait superposables à ce que l'on peut observer dans notre société actuelle à travers ce que l'on voit avec la chirurgie esthétique, qui, si elle est faite de façon éthique, doit se contenter d'ouvrir sur l'intériorité de l'être, découvrir un peu son âme, aurait dit Jean Ranc, rien de plus. C'est simplement le pinceau de l'artiste qui a laissé place au bistouri du chirurgien. Car, loin de l'image véhiculée par les médias, qu'est-ce que la chirurgie esthétique, sinon une chirurgie d'harmonisation psychosomatique, une mise en adéquation de l'image que l'on donne de nous avec ce que l'on croit ou sait être, une mise en adéquation de notre image avec notre imaginaire, une mise en résonance de l'être avec le paraître. Alors vous voyez que l'on est loin là de cette chirurgie normative, de cette standardisation, de ce clonage que certains décrivent, et parfois j'en conviens, à juste titre, mais ça nous en reparlerons. Et alors, comment mieux définir cette chirurgie qu'en remontant aux sources de l'étymologie? Chirurgie signifie acte de la main. Nous rappelons que nous sommes des artisans avant, au lieu d'être des artistes comme certains se complaisent à se définir. Et esthétique, esthésis en grec, signifie à l'origine sensation, science du sentiment, avant d'être plus avant la science du beau dans la nature et dans l'art. Alors ceci nous rapproche peut-être davantage de la définition de la chirurgie esthétique. Nous faisons percevoir qu'il s'agit d'une chirurgie de la sensation de soi, voire une chirurgie de la sensation de l'autre. Et peut-être que faire exister un corps matérialisant la part la plus profonde de soi, tel pourrait être peut-être le fondement de la démarche et de la demande en chirurgie esthétique. Permettre à un patient de gommer la différence qui le gêne, de corriger certaines apparences qui sont liées à la naissance, qui sont liées aux accidents de la vie, qui sont liées à l'avancée en âge, gommer certaines zones en excès et valoriser certaines zones de lumière. Vous voyez que l'on est loin de cette chirurgie normative et que là, on perçoit que la chirurgie esthétique devient une chirurgie de liberté, une chirurgie d'acceptation de soi et non plus une chirurgie d'aliénation au modèle. Mais rentrons plus avant dans le monde occulte, disais-je, de la chirurgie esthétique. Regardez ces photos de Jane Fonda et de Gina Lollobrigida. Je ne sais pas si Gina Lollobrigida évoque grand-chose aux jeunes qui sont là, peut-être les gens un peu plus mûrs
quelques souvenirs. Vous les voyez chacune à 20 ans, 45 ans, l'une à 75 ans, l'autre à 85 ans. Vous voyez qu'il n'y a aucune outrance. Il y a une netteté des contours, des volumes à peine restaurés. Bref, le reflet, la restitution de souvenirs que l'on avait de leur visage. L'image de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles sont certainement toujours dans leur fort intérieur, qui se superposent, sans plus. Mais je ne nierai pas que les outrances existent, et je suis le premier à les décrier, le premier à en rire, mais ce n'est plus là de la chirurgie esthétique pour moi, c'est autre chose. Là, c'est une personne américaine que l'on a vue récemment sur beaucoup de reportages suite aux élections aux États-Unis. Vous voyez cette personne qui a des pommettes rebondissantes, qui a une lèvre très gonflée, qui a un nez encelé, qui ressemble à une poupée. Pour moi, ce n'est pas un visage tellement humain. Là, je ne vous l'ai pas pris en dynamique, mais si c'était en dynamique, vous verriez tout de suite un artifice, mais vraiment flagrant. Ici, des personnes que certaines reconnaîtront, des comédiennes dont je ne cite pas le nom pour qu'ils ne soient pas imprimés sur la bande sonore, et que vous voyez à des âges de 30 ans, 50 ou 45 ans, et 70, voire 80 ans. Pour moi, ce sont des caricatures. Alors, porteuses de stigmates de jeunesse, il y a de la pommette, il y a de la lèvre charnue, mais stigmates de jeunesse qu'elles n'ont jamais eu, même durant leur jeunesse. Et alors ça, c'est une aberration que de vouloir courir après cette jeunesse. Cette quête est complètement stérile, triste, et quand il ne faut chercher que des témoins de grâce. La jeunesse ne se résume pas, vous vous en doutez, à une apparence physique, c'est tout un ensemble, c'est un état d'esprit, c'est un étang qui est certainement très fugace, et donc à quoi rime de le singer? C'est complètement absurde. Et je pense qu'un mot d'ordre devrait être inscrit, un maître mot sur les frontons de tous les établissements dans lesquels est enseignée cette chirurgie ou dans lesquels est pratiquée cette chirurgie. C'est, comme l'a écrit David Le Breton, respect du visage, respect du corps de référence. Un de mes amis m'a dit un jour, j'en veux à toutes ces femmes mal liftées et surtout à tous ces chirurgiens d'avoir effacé le reflet du souvenir que j'avais de leur visage. Leur image, leur nouvelle image, ne réveille plus rien dans ma mémoire. Et comme il a raison, je crois qu'il est important de bannir toutes ces techniques de rajeunissement qui clonent les visages, leur apportant certes des caractères juvéniles, mais complètement standardisés avec des pommettes hyper saillantes, avec des fronts lisses, avec des joues rebondies, avec des lèvres très charnues, tout en disharmonie finalement avec le reste du corps, tout en artifice. Alors ce n'est pas là de la chirurgie esthétique. C'est une chirurgie de réification et rien d'autre. Cette volonté de paraître jeune, de ressembler à tel ou tel modèle, n'a rien à voir avec une quelconque quête d'harmonie psychosomatique, n'a rien à voir avec une quelconque quête de sensation de soi. Ce n'est qu'utopie, ce n'est que fantasme ou chimère, générant un corps composite paré de différents attributs, véritable chimère au sens mythologique du terme. Alors, pourquoi ne parlerions-nous pas dans ce cas non plus de chirurgie esthétique, mais de chirurgie chimérique? Peut-être qu'il faut y repenser. Déjà, Charlie Chaplin, il y a fort longtemps, avait évoqué ça dans Un roi à New York. Je vais essayer. J'espère que le son marche. Nelson, not a stitch showing. Good, just like a barber shop. Now, can I take a look? Yes, sir. That's Today you can present yourself to everybody. Hey, good heavens, what's that? It's bound to shock you at first, sir, but you'll get used to it. Not that face, never. You don't like it? What have you done to my nose? It's all there, sir. We've just raised it slightly. But the lip. I think it's cute. You like it? You look 20 years younger. Donc vous avez compris qu'il s'était fait opérer, qu'il ne se reconnaît pas quand on est dans le miroir. Le chirurgien lui dit, écoutez, ça va venir, vous allez vous y habituer. Il dit, mais non, jamais avec ce nez, avec ces lèvres. Et l'infirmière Jeunet derrière qui dit, mais vous êtes charmant, vous paraissez 20 ans. Et il se retourne en disant, ah bon? Voilà, beaucoup d'interrogations. On peut citer un tas de cas, hein. Vous êtes les premiers à les dépister à la télévision. Là aussi, je ne citerai pas les noms, les visages sont suffisamment connus. Voilà, toujours donné en modèle. Et là aussi,
Et comme on disait tout à l'heure avec Roland, on en parlait, quand ils étaient jeunes, ils étaient beaux gosses. Bon. Alors certainement que celui qui a le mieux croqué cette chose-là au cinéma est certainement Terry Gilliam dans Brazil. I'll make you 20 years younger. Oh, Dr. Jaffe, you are a genius. Would you like to be Surgeon General? I know simply everybody. Well, they won't know you when I've finished with you. First, we remove the excess derma. So, now the flaccid tissues under the eyes, and forehead. Simple. Now, I lift the wrinkles and the worry lines right up into the wig, into the hairline. Now the template. There, now a bit of sticky. So. And already she's twice as beautiful as she was before. Voila! Et voilà. Jocelyn Wildenstein, qui était une jolie jeune américaine, aurait pu être l'héroïne de ce film. Elle a épousé un très riche milliardaire. Très vite, le couple s'est mis à battre de l'aile. Et comme ce milliardaire était passionné de félins, elle a pris l'option de se transformer en félin. Et au fur et à mesure des interventions, elle est arrivée à un stade, alors là, j'ai pas pris le dernier stade, qui était épouvantable. Bon, et malgré tout son amour pour les félins, le milliardaire s'est barré. Donc maintenant, elle rentre dans cette culture de la transformation du corps qui n'a pas tellement de sens. Mais revenons à la chirurgie esthétique. Pourquoi une telle demande aujourd'hui? Pourquoi un tel essor de la chirurgie esthétique? Bien parce que les fondements de notre société ont changé. Et parce qu'au-delà des notions d'harmonie et de beauté qui ont toujours prévalu, les valeurs de notre société ont changé. Société d'abord moderne, dans laquelle, pour le plus grand nombre, et heureusement, même si les disparités sont importantes, les besoins de base sont satisfaits. Société capitaliste, marquée du sceau du consumérisme. Société dans laquelle on se sent de plus en plus longtemps en pleine forme et où l'on ressent le besoin d'en témoigner physiquement. Société aussi où tout va excessivement vite. Nous sommes, vous le savez, dans une société de zapping dans laquelle les gens ne prennent pas le temps de donner au temps le temps de découvrir l'autre et où la seule accroche est certainement l'accroche visuelle. Société également de compétition, notamment professionnelle, où un aspect tonique est implicitement demandé et où le physique est souvent mis en avant, car c'est à travers l'image que les gens qui travaillent dans une entreprise ont que va se forger l'image de cette entreprise. Et parce que, vous le savez aussi, il existe toute une symbolique des formes, des volumes, qui donnent une impression générale. Par exemple, des poches au niveau des paupières inférieures vont donner un air fatigué. Chez un jeune, c'est encore plus terrible, parce que ça va lui donner une connotation de fêtard, et c'est pas très bon dans le monde professionnel. Société aussi dans laquelle l'ancien schéma familial n'est plus de mise, schéma dans lequel, depuis l'autonomie de la femme, et depuis l'orientation de nos sociétés vers les loisirs avec des clubs de sport, des lieux de vacances, où toutes les générations se fondent sans discernement, faisant éclater la structure pyramidale classique de la hiérarchie des âges et les référents physiques afférents. Société de l'image, image reine dans laquelle pullulent les selfies, les murs de photos sur Facebook. Société aussi très technologique, où l'on a le sentiment de tout maîtriser, le corps comme les machines, et où l'on passe progressivement de l'homme réparé à l'homme augmenté et au transhumanisme. Là, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais je voudrais insister sur un dernier aspect, société dans laquelle on a coutume de dire que les valeurs essentielles ont disparu. Ceci est très flou. Ça veut un peu tout dire et ne rien dire. Et il me semble qu'il serait plus judicieux de dire, à la suite de David Le Breton, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un sociologue strasbourgeois remarquable,
pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'amitié, et ça que je vous conseille de lire si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Donc David Le Breton dit que, effectivement, tous les grands récits, qu'ils soient historiques, religieux, politiques, philosophiques, humanistes, se sont progressivement délités pour disparaître et ne laisser plus que nos petits récits de vie que l'on tient sur notre propre existence, pour ne laisser plus place qu'aux ragots qui sont colportés par la presse people qui étale ça, qui colporte ça à loisir. À défaut de mythes collectifs, chacun de nous se nourrit de sa petite histoire, de celle du voisin, de celle des stars de pacotille. C'est ainsi que l'individu, chacun de nous, ne se sent plus héritier d'une histoire avec un grand H, ne se sent plus héritier d'un courant de pensée, quel qu'il soit, ne se sent plus affilié à une origine, à une filiation, à la défense d'une cause commune, à la construction d'une société nouvelle. Chacun de nous n'a plus comme projet de s'inscrire comme un maillon dans une chaîne. Non, chacun de nous se trouve réduit à une certaine solitude, une espèce d'électron libre, sans trop de racines, avec pour seule motivation de devenir lui-même, de s'instituer par lui-même, certes sous le regard et sous l'influence des autres, mais seul maître du sens qu'il veut donner à sa vie, seul maître du sens avec lequel il va vivre. Et devant ce vide, l'ultime ancrage, c'est peut-être le corps, d'où ce surinvestissement du corps. Le corps n'est plus comme par le passé une espèce de fatalité, de destin préétabli, une sorte d'enracinement inexorable dans une identité préétablie. Le corps est devenu une espèce de matière première de la fabrique de soi, un corps au service d'une identité que l'on s'est choisie. Et cette individualisation du sens que chacun donne à sa vie peut aller vers une volonté de se singulariser, parfois de façon radicale, pour s'approcher au plus près de son désir. Et ceci est d'autant plus facile qu'il existe un formidable système de marchandisation du corps qui est là en place pour accompagner ce processus. Des injecteurs en tout genre, vous en trouverez à tous les coins de rue. Des concepteurs de régimes amaigrissants, des coachs sportifs, des tatoueurs, des perceurs. Ils sont légion pour répondre à cette tyrannie de l'apparence qui est tout à fait l'apanage de notre société contemporaine que Guy Debord appelle « société du spectacle ». Et ce qui est paradoxal face à cette individuation, à cette personnalisation, c'est que jamais sans doute les stéréotypes autour du corps de la femme et autour du corps de l'homme n'ont été aussi virulents. On assiste à une espèce d'uniformisation du corps, une uniformisation du vêtement, une uniformisation de notre présence au monde avec un corps qui est devenu un accessoire de cette présence et non plus le fondement comme par le passé. Donc si vous le voyez, nous sommes progressivement passés de la conception de être un corps à la conception d'avoir un corps. Et là, il y a beaucoup de choses à débattre là-dessus. Mais dans tout ce flot de considérations, j'en ai oublié peut-être les diapositives, mais c'est pas grave, retenons que la démarche de chirurgie esthétique ne peut être qu'une démarche personnelle. C'est un rapport de soi avec soi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de canon. Et ce n'est pas un chirurgien plasticien parce qu'il serait détenteur de certains signes de beauté qui doit donner son aval à la demande en fonction de ça. Ce n'est pas un parent, un conjoint qui, sous le prétexte qu'il partage sa vie avec la personne, qui doit pousser ou freiner cette démarche de demande. C'est quelque chose qui est complètement personnel, sinon nous ne serons que dans le domaine de la réification du corps-objet et non pas dans la chirurgie esthétique éthique. Je vais essayer de vous faire écouter un nouvel extrait. Voici un extrait d'un film qui s'appelle Miroir à deux faces, dans lequel beaucoup de choses sont dites. Alors, j'essaie. Je vais me rapprocher du micro. Regardez. Ben, c'est ma femme. Ah, vous êtes physionomiste. Soyons sérieux. Vous avez, cher monsieur, la chance, l'immense chance, d'être le mari d'une femme charmante, intelligente, sensible, enfin bref, de quelqu'un de très bien.
Et même de beaucoup mieux que ça, non? De beaucoup mieux que ça, car elle n'a pas du tout le physique de son personnage. Enfin, disons, si vous le voulez, qu'elle a un physique ingrat. Un physique indigne d'elle. Mais heureusement pour vous deux, son visage est construit de telle sorte que je peux en faire un visage harmonieux. Non, mais c'est une certitude. Il s'agit d'une intervention tout à fait classique. Regardez bien. Voici la femme que je vous offre. Non, Quoi, non? je n'en veux pas. N'allez pas me dire qu'à cette femme-là, vous préférez celle-ci. Je la trouve très bien comme elle est, ma femme, je ne demande rien, moi. Et elle, vous vous imaginez qu'elle est heureuse? Pas heureuse, ma femme? C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Pas heureuse avec moi? Vous peut-être, mais avec elle. Avec elle? C'est idiot ce que vous dites là. Elle a tout ce qu'il lui faut. Vous en êtes bien sûr? Bah, je sais ce que ça me coûte à la fin de l'année. Justement. Je vous offre l'occasion de lui faire un immense plaisir, qui ne vous coûtera rien. Laissez-moi lui offrir le visage auquel elle a droit. Parce qu'on a droit à un visage. Si votre visage ne lui convient pas, on a le droit d'en changer. Oui, et le devoir de corriger la nature, quand elle n'a pas bien fait son travail. Corriger la nature? Mais si je changeais de tête, ma pauvre mère aurait le droit, elle, de me demander ce que j'ai fait de son fils. Et elle me donnerait une paire de claques malgré mon âge, et elle aurait raison. Voilà, beaucoup de choses sont dites là. Alors il est bien sûr, je vous le disais dans une troisième partie, des aspects très particuliers que je ne saurais ici qu'évoquer. D'abord celui de la dysmorphophobie. Ça c'est une chose très intéressante. La dysmorphophobie, c'est la focalisation obsessionnelle sur un défaut, sur une disgrâce physique minime qui envahit tout le champ de perception de la personne. L'exemple type, c'est Michael Jackson et son nez. Focalisation sur un nez ethnique, racial, qu'il a voulu transformer jusqu'à rendre cet organe fonctionnel inapte et complètement squelettisé. La deuxième chose particulière, mais il faudrait tout un colloque, et ce qui a été fait d'ailleurs à Montpellier dans les assises pour en parler, c'est le problème du transsexualisme. Et lors de ce colloque, il y a eu des témoignages de transsexuels, et c'est une chose bouleversante d'entendre des gens vous dire, en quelque sorte, mon vécu, c'est d'être né dans le mauvais costume. Je me sais, homme ou femme, et j'ai l'habitus, j'ai le costume du sexe opposé. Et ça remue beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps d'en parler ici. En revanche, j'évoquerai très rapidement trois notions qui me paraissent très importantes, qui sont les notions de corps-mémoire du passé, de corps-projection du futur et de corps-écran. Le corps-mémoire du passé, qui doit nous pousser à aider les patients à prendre conscience de tout ce qui s'inscrit dans leur chair au cours de leur vie. Ces deux photos, un visage balafré, un ventre abîmé, pour vous raconter deux histoires que j'ai vécues. Le visage balafré, c'est l'histoire d'un jeune homme que j'ai vu à l'âge de 12 ans, qui avait été victime d'une morsure de chien très importante et qui avait une balafre qui intéressait toute la joue. Et il me dit, c'est insupportable, tous les gens me demandent ce qui m'est arrivé, je suis défiguré, j'en ai marre de raconter cette histoire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Moi je dis, écoute, on va reprendre cette cicatrice, on ne va pas la reprendre intégralement, parce que si on reprend tout, si vous voulez, on relâche les tissus qui, par leur élasticité, ont tendance à écarter la plaie, et on force pour revenir, donc on sait que la suture sera faite sous tension et potentiellement de moins bonne qualité. Donc dans ces cas-là, on fait en 2 ou 3 temps pour que le reste de la cicatrice qu'on laisse en place verrouille la chose et qu'on puisse traiter esthétiquement une partie de la cicatrice. Comme il avait une morphologie et que les choses venaient d'une certaine façon, j'ai traité, en fait, dans le premier temps opératoire, les 2 tiers de la cicatrice, mais laissant un verrou d'1 tiers de la cicatrice. Je l'ai revu au bout d'1 an. Alors, c'est pas parce que je suis un bon chirurgien, c'est parce qu'il cicatrisait particulièrement bien. La partie reprise, on ne la voyait plus. On ne voyait que le tiers restant. Et je lui ai dit, bon, écoute, alors, ok, on prend date pour le dernier tiers. Ah, il me dit, certainement pas. Certainement pas. Plus personne ne me demande rien. Et je ne veux pas effacer, ça fait partie de mon histoire. Et je veux qu'il me reste un stigmate. Et celui-là est très discret, peut-être trop,
Mais je ne veux pas aller plus loin. Deuxième histoire, ce ventre abîmé. J'étais jeune, il y a bien longtemps, j'étais chef de clinique, et je vois une femme qui vient avec un ventre très abîmé, après une grossesse gémellaire, une dame mince, avec vraiment un excès cutané qui était vraiment vilain. L'indication y était, je l'opère, ça se passe bien, le résultat est bon. Je la vois à 15 jours pour lui enlever les poings, un masque. Bon, je me suis dit, elle est peut-être fatiguée par l'intervention. Bon, je lui ai dit, tout va bien, on se voit dans 3 mois. Je la revois à 3 mois, même masque. Je lui dis, ça va? Elle me dit, oui, ça va très bien. Bon. Au fond de moi, je me dis, elle n'est pas très reconnaissante, mais voilà. Je la vois à 6 mois, toujours pareil, et je la vois à 1 an. Et à 1 an, je la vois arriver avec le sourire. Alors, je dis, vous me faites plaisir, parce que je ne peux pas dire que c'était... Elle me dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous êtes jeune. Bon, maintenant, on ne me dit plus ça. Vous êtes jeune. Vous ne savez pas. Moi, en fait, c'est de ma faute, mais c'est de votre faute. Je ne vous ai pas dit, mais vous ne m'avez pas posé de question. Ce ventre, c'était quoi? Jeune, j'ai une jeunesse relativement malheureuse. Un jour, ma vie s'est éclairée. J'ai rencontré un garçon dont je suis tombé follement épris, enfin follement amoureuse. On a eu une grossesse, première grossesse gémellaire, un enfant mort-né, deuxième enfant handicapé. Mon mari n'a pas eu la force de vivre ça, est parti. Et je me retrouve avec une enfant handicapée et ce ventre. Et ce ventre, c'était pour moi le stigmate de la parenthèse de vie, de bonheur que j'avais pu avoir. Et vous, en 2 heures d'intervention, coup de bistouri, vous m'effacez tout ça. Vous m'avez arraché les pages du livre. Quand vous entendez ça, enfin moi, j'étais scié. Rien que de vous le raconter, là, je suis un peu sous l'émotion. Et pourtant, c'était il y a quoi? 2 ans. 2 ans. Il y a très longtemps. Donc, ok, j'ai pris ça comme une gifle, mais je me suis dit, c'est avec des gifles qu'on avance et qu'on se construit. Donc depuis lors, je peux vous raconter que chaque fois que je vois une femme avec un ventre post-grossesse, je lui dis, asseyez-vous là, je vais vous expliquer ce qui est inscrit dans cette altération. Et un jour, je vois une psychologue. Et je lui dis pareil, asseyez-vous, je vais... Non, elle me dit, écoutez, je suis psychologue, j'ai fait ce travail de deuil, je sais tout ce que vous allez me dire, bon, ok, je l'opère. Le soir, je passe la voir, bon. Le lendemain, je passe ma visite, et elle me dit, vous savez ce qui m'est arrivé hier soir? Je dis non. Elle me dit, ma mère m'a téléphoné pour me demander si mon intervention s'était bien passée. J'étais encore dans les brumes de l'anesthésie. Et je me suis mis à fondre en larmes, et je lui dis, maman, il m'a volé ma poche à bébé. Ma mère me l'a répété ce matin. Voilà, psychologue, elle avait fait le travail de deuil. Mais le geste a été quand même vécu dans l'inconscient, et s'est remonté en surface, comme une agression, comme... Donc c'est très important, je pense, de faire comprendre aux gens tout ce qu'il y a de caché derrière, inscrit dans leur chair. Deuxième chose, c'est le corps, projection du futur. Alors, ceci pour avoir comme exemple type la relation complexe mère-fille et ces projections bien connues des psychanalystes qui font naître des demandes de non-identification, des oppositions généralement à cette image de vieillissement que renvoie la mère miroir. Regardez cette confrontation de demi-images, témoins de ressemblances inouïes entre enfants et père ou mère au même âge. Cela vous fera peut-être mieux comprendre combien Isabella Rossellini, combien Charlotte Casiraghi, Pierre Souchon, Sean Lennon, Anthony Delon, en regardant aujourd'hui leurs parents vieillis, peuvent se projeter dans l'image de leur vieillissement, appréhender leur image du futur. Et quelle que soit cette image, même si elle est belle, cela est excessivement déstabilisant, et je pense qu'on peut le comprendre. Sachons enfin lever les écrans, masquant un tout autre malaise inconsciemment enfoui. C'est la théorie du corps-écran qui m'est apparue peu à peu évidente au cours de ma pratique. Alors ces facettes sont nombreuses, parfois trompeuses, avec certains dangers,
Mais le mécanisme princeps est toujours le même, se cacher inconsciemment derrière son corps. Mettre tous ces problèmes de mal-être, d'échecs, notamment d'échecs sentimentaux, sur le compte d'une disgrâce physique pour faire l'économie d'une analyse dont on redoute inconsciemment l'effet dévastateur. 3 images pour vous raconter à nouveau 3 histoires. Celle d'un jeune paraplégique. Paralysie en D5, donc paralysie de toute la moitié inférieure du corps. Et il vient avec une demande de rhinoplastie. Disons, vous comprenez bien qu'avec ce nez, les filles ne peuvent pas tomber amoureuses de moi. Les filles ne s'arrêtent pas sur moi. Et occultant tout ce que son incapacité sexuelle liée à sa paralysie pouvait générer de troubles dans une union. C'est très difficile. Mais par contre, il faut arriver à faire percevoir la réalité des choses aux gens. Ça va passer forcément par énormément de consultations, des avis professionnels peut-être différents, mais hors de question d'aller opérer l'écran, parce qu'une fois que vous aurez fait tomber ce premier écran, il y aura autre chose. Ça sera les oreilles décollées. Ce sera forcément autre chose. Donc il faut, et ça c'est notre rôle de médecin, ne pas poser d'indication opératoire et accompagner ces personnes jusqu'à la prise de conscience des choses. Deuxième image, c'est celle d'un nez. Je vois en consultation une jeune fille qui avait un nez parfaitement joli et qui vient avec une demande de rhinoplastie, me disant il ne me plaît pas, il est un peu large, il est un peu... Et je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas... Enfin, je dis bon écoutez, on va se revoir, on va en parler, donc nouveau rendez-vous de consultation. Et je dis non, je ne peux pas vous opérer. Moi, si tous mes résultats de rhinoplastie étaient aussi chouettes que votre nez, je serais ravi. Alors je n'avais pas commencé à opérer votre nez pour aller où? Et elle fond en larmes. Elle me dit écoutez, il faut me l'opérer ce nez. Il faut me l'opérer parce que... Je dis mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle me dit mon père nous a quittés, ma mère et moi, j'étais toute petite. Et depuis que je suis petite, ma mère me dit tu as le nez de ton père, avec ce nez-là, je ne peux pas t'aimer. Elle me dit faites quelque chose pour moi. Bien sûr, ce n'est pas passé par une intervention chirurgicale, c'est passé par une psychothérapie. Et ça s'est très bien passé. Cette fille a fait un très joli travail de psychothérapie, a intégré ça et a dépassé. Mais le nez n'était jamais qu'un écran. Alors, à propos d'histoire des nez, un jour, je vois une jeune fille accompagnée par sa mère. Un nez qui n'était pas génial, mais bon, c'était pas non plus monstrueux. Mais la fille me dit, voilà, j'arrive pas, ça me plaît pas, je suis très complexé, on se moque de moi, bref. Je l'examine, et pour moi, il y avait effectivement une indication morphologique. Et je reviens dans le cabinet de consultation où attendait sa maman, et je dis... Madame, j'ai l'impression que vous accompagnez votre fille, et je vous en remercie, c'est très bien, mais je ne suis pas sûr que vous l'accompagnez vraiment dans ce projet. Elle me dit, pas du tout. L'air un peu pincé, revêche. Elle me dit, parce que j'ai eu le même problème que ma fille. Et je me suis dit, à son âge, tu vas construire ta vie, tu vas te réaliser professionnellement, tu vas te marier, tu auras des enfants. Ce que j'ai fait, avec succès. Et ce n'est que cela fait que j'ai fait, elle n'a pas dit je me suis fait opérer, j'ai fait opérer mon nez. Du style, je l'ai posé sur la table, sculpté de moi. Et sa fille, à ce moment-là, elle a dit, mais maman, on n'a pas le même caractère, tu es forte, et moi, je ne peux pas. Et donc, là, ça a été un travail sur la mère, pour lui intégrer qu'il y a des caractères différents, et qu'il y a des écueils que certains arrivent à surmonter, et pas d'autres. Donc là, ce n'était pas un écran, mais la mère pouvait se mettre en écran parce qu'elle interposait sa façon de vivre les choses. Et la dernière image, parce que c'est un cas fréquent, et ça je l'ai rencontré, de jeunes femmes, mais ça pourrait être des jeunes hommes, pareil, qui, à chaque échec sentimental, allaient se faire opérer. Ah ben forcément, il est parti, j'ai les seins qui tombent. C'est évident, on ne peut pas m'aimer avec les seins. Ah ben il est parti, j'ai une culotte de cheval, ça c'est sûr.
Alors bon, c'est pas moi qui les ai opérés, hein, mais je veux dire, c'est une manne pour les chirurgiens esthétiques qui ne sont pas très regardants, parce que, voilà, jusqu'à avoir refait la personne intégralement. Et ça, je crois que très vite, il faut débusquer ça et dire aux gens, non, ne vous cachez pas derrière ça. Autre chose, autre cas particulier, l'image corporelle, alors là, dans les tréfonds de l'inconscient, peut être investie d'une symbolique toute particulière. Et ça, il suffit de relire les travaux d'Anne de Souzenel, qui travaille beaucoup la symbolique du corps, et on apprend des choses passionnantes, mais étranges. Je vais vous parler de deux choses, la rhinoplastie chez l'homme et la labioplastie, c'est-à-dire la chirurgie des lèvres. La rhinoplastie chez l'homme, il faut que vous sachiez, enfin pour suivre mon propos, c'est pas indispensable de le savoir dans la vie, qu'il y a eu 5 chirurgiens dans le monde, 5 chirurgiens esthétiques qui ont été tués par leurs patients. Ça a toujours été à la suite de rhinoplastie chez des hommes, par des hommes. J'ai eu la chance d'analyser 3 dossiers sur les 5, donc j'ai pu voir les photos avant, les photos après, les radios. Les résultats étaient objectivement très bons, avec le seul reproche qu'on pouvait faire, une réduction un peu excessive, en poussant, on pourrait dire, une légère féminisation du nez, mais pas vraiment. Et en fait, le nez est le symbole morphologique de la sexualité masculine. Et des hommes qui vivent une réduction de nez trop importante, quand ils sont un peu déséquilibrés, hein, c'est pas tout venant, mais peuvent le vivre comme une agression à leur sexualité et peuvent passer à l'acte, ce qui a été le cas, je vous dis, dans 5 cas. Deuxième exemple, je vous parlais de la labioplastie. Je pense que c'est tout à fait... Vous savez, ça a tendance à disparaître un peu, mais enfin ça a été très prégnant ces dernières années. Ces gonflements de lèvres, avec ces lèvres, moi je parle de museau de tanche, hein, on a l'impression que c'est épouvantable. Et les lèvres sont la représentation de l'organe sexuel chez la femme, donc je vous laisse en déduire les mêmes conséquences que celles que je vous ai exposées pour le nez masculin. Enfin, je terminerai en vous parlant de Orlan. Or, tout autre est la motivation de l'artiste Orlan qui, dans le monde de l'art sur le plan international, est considéré comme l'une des grandes artistes contemporaines. Orlan, en usant des progrès de la chirurgie esthétique et plastique pour transformer son visage comme bon lui semble, pour le défigurer puis le refigurer, comme elle l'a écrit, a voulu montrer qu'elle pouvait disposer de son corps et de son image. Elle échappe ainsi, dit-elle, au déterminisme du créateur, et elle s'oppose ainsi aux a priori et aux dictats esthétiques de notre société. Et elle a voulu mettre son corps dans le débat public pour insister sur les pressions et les standards imposés par notre société au corps en général et au corps de la femme en particulier, et pour interroger également la manière dont notre modernité perçoit les rapports entre corps et identité. C'est un travail très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Orlan. En première approche, quand j'ai lu ses travaux, quand j'ai lu ce qui avait été écrit, je me suis dit, mais complètement jamblé. Et en fait, absolument pas. Quand vous l'approchez et que vous discutez avec elle, c'est quelqu'un qui a un raisonnement très poussé, très, très intéressant. Et je pense que si certains sont intéressés à aller au fond de son travail, qui maintenant, de charnel, puisqu'elle est passée quand même par 7 ou 8 interventions de chirurgie esthétique, est devenu un travail sur l'image en numérique, est vraiment très intéressant et très riche. Donc, là, vous voyez Orlan en train de se faire opérer. Alors, c'est amusant parce qu'au final, elle s'est faite opérer à la fin, hein. Au début, c'était des hommes, à la fin par une femme, pour ne pas qu'il y ait la pression. Tout est conceptualisé, hein, et pas la pression de la main de l'homme sur la femme, que ce soit une liberté de la femme vers la femme. Enfin, bref. Mais intéressant. Donc voilà, terminé ce voyage sur les chemins de traverse
que je voulais vous proposer, et je vous remercie beaucoup de m'y avoir accompagné. Si vous ne deviez garder qu'une idée de cet exposé, ce serait peut-être que la chirurgie esthétique n'a de place que si elle reste éthique. L'éthique n'étant jamais que la beauté de l'intérieur. Et tout en restant à l'écoute de l'imaginaire de l'autre, dans le respect de l'harmonie de son corps. Et ainsi transparaîtra à travers ce visage l'imaginaire, la psyché, l'âme de la personne. Ainsi, ce corps en harmonie ne sera-t-il plus une prison fermée, mais peut-être une cage ouverte sur la liberté. En tout cas, retenez que tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont accès à la chirurgie esthétique ne sont pas des gens dénués de réflexion, ce ne sont pas des décérébrés, comme bien souvent les médias veulent en donner l'image. Cette chirurgie, pour avoir une formation de chirurgien généraliste au départ, et avoir vu donc beaucoup de spécialités, je peux en attester, est une des rares chirurgies à donner accès à l'intime de l'autre, à donner accès à son imaginaire, et qu'il est passionnant d'aller à la découverte de cet imaginaire dans un esprit d'harmonisation. Et je vous remercie.